Bonjour à tous et bienvenue sur Blooming You, le podcast Mieux-être, corps et esprit. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'une femme d'exception. Elle est la voix des Afghanes, une figure de résistance face à l'oppression et l'injustice. Il s'agit de Fouzia Koufi. C'est à l'occasion de sa venue à Paris pour parler de son livre « Lettres à mes sœurs », publié chez Michel Lafon, que je l'ai rencontrée. Dans ce podcast, elle partage son parcours hors norme, ses combats acharnés pour les droits des femmes et sa lutte contre les talibans, un régime qui a tenté sans succès de la réduire au silence. Avec son témoignage, elle nous tend un miroir. Comment transformer l'injustice en combat, la douleur en force et continuer à espérer face à l'adversité. Voici Fouzia Koufi. Fouzia Koufi, bonjour. Bonjour. Votre livre débute avec une scène déchirante, la fuite de votre maison sous les tirs avec votre mère. Comment cette expérience a-t-elle façonné votre vision du courage et de la survie ? Nous gardons tous en mémoire le 15 août 2021. Pour beaucoup d'entre vous, si vous vous souvenez de cette journée, vous pensez peut-être aux images que vous avez vues à la télévision de gens qui essayent de monter dans des avions pour quitter l'Afghanistan. Des gens qui tombent des avions et qui perdent la vie. Pour moi et pour 35 millions de personnes qui vivaient en Afghanistan, ça a été le début d'une période très sombre, la fin de nos espoirs et de nos rêves qui ont été brisés. On avait tellement espéré, moi j'espérais qu'un jour, je pourrais me tenir la tête haute en tant que femme et représenter mon pays dans des négociations. Je parlais au nom de mon peuple. J'espérais que j'allais signer un accord de paix et que nous allions tous vivre ensemble, y compris avec les talibans. Mais quand j'ai vu que le drapeau de l'Afghanistan était passé d'un drapeau à 3 couleurs au drapeau noir et blanc des talibans, quand j'ai vu la ville de Kaboul, cette très belle ville dans laquelle j'ai grandi, dans laquelle j'ai trouvé ma paix, quand j'ai vu que les rues de la ville étaient vides, tous ces hommes et toutes ces femmes ont tellement rêvé d'une vie meilleure et d'un seul coup, ils étaient remplacés par des voitures de talibans avec des mitraillettes accrochées sur le toit. En fait, j'ai fui ma maison 5 fois dans ma vie. À chaque fois, j'ai dû repartir à zéro. 5 fois, quand j'étais enfant, puis dans l'adolescence, à cause de la guerre. Mais cette fois-ci, ça a été vraiment un tournant parce que pour la première fois, j'ai dû quitter mon pays. Un pays dans lequel non seulement j'avais investi mon temps, mon énergie, mon espoir, mais aussi mon sang pour un meilleur Afghanistan. Et donc, en quittant ma maison pour aller à l'aéroport, je regardais tout autour de moi et je pleurais. Pour moi, les gens que je voyais dans les rues, ils ressemblent à des humains qui marchent, qui respirent, mais qui ne vivent pas vraiment. Parce que vivre, ce n'est pas seulement respirer, c'est plus que ça. Tous ces gens que je voyais autour de moi, ils avaient cette déception dans leur visage à cause de ce qui leur était arrivé, de ce qui est arrivé à leur pays. Alors, vous avez grandi dans un Afghanistan marqué par la guerre. À quoi ressemblait le quotidien d'un enfant dans ce contexte ? Je suis née avant la guerre, mais j'ai passé toute ma vie pendant la guerre. J'ai vu aussi les très beaux, les plus beaux visages de l'Afghanistan. Quand j'étais écolière, je me rappelle que j'allais à l'école. Toutes les filles avaient des uniformes blancs et noirs. Les droits de la femme, à l'époque, ce n'était pas juste une question de politique. Ça l'était peut-être un peu, mais pas au point où ça l'est maintenant, sous les talibans. Je me souviens que je jouais dans les rues de Kaboul et des autres provinces avec des autres enfants. Je me souviens quand j'accompagnais ma mère à toutes ces fêtes de femmes. Et c'était vraiment un âge d'or pour moi. Je me souviens aussi d'une époque où j'étais présidente du Parlement.
J'ai dirigé un parlement avec des gens, il y avait des gens qui portaient des turbans, il y avait des gens qui avaient des cravates, il y avait des femmes, tout le monde sous le même toit et tout le monde représentait la diversité de l'Afghanistan. Je me souviens aussi d'époques où j'ai vu des gens tués devant mes propres yeux. Je me rappelle d'un moment où une femme a été tuée à cause d'un tir de roquette effectué par un leader du djihad. Elle tenait un bébé contre elle. Et quand nous sommes allés voir si nous pouvions sauver la femme, le bébé était en train de téter le sang qui coulait du cou de la femme. Je me rappelle d'un moment où une jeune fille a été violée et j'entendais sa voix. Je me rappelle du moment où mes frères ont été tués. Je me rappelle avoir vu ma maison détruite à plusieurs reprises. Je me rappelle du moment où la bibliothèque de mon école a été incendiée par un tir de roquette. Et je voyais de loin, parce que de ma maison, je voyais l'école. Et je voyais que les livres brûlaient. Mais ce n'était pas seulement les livres. Avec chaque mot contenu dans ces livres, les espoirs, les souvenirs d'une jeune nation partaient en fumée également. Je me souviens donc de nombreux visages différents de l'Afghanistan, mais je n'ai jamais grandi dans une société en paix, donc je ne sais pas à quoi ressemble la vie dans une société en paix. Et aujourd'hui, je suis en exil. Je vois que les gens ici, ils discutent de quel est le meilleur café, quel est le meilleur restaurant, quelle marque de vêtements ils devraient porter. Et moi, je me demande, laquelle de ces vies est réelle? Quand j'écoute les messages des gens en Afghanistan, ils ont du mal à trouver, à se nourrir. Les femmes, les filles doivent se battre pour le droit d'aller à l'école, même en portant un foulard sur la tête. Donc vraiment, on vit dans des mondes très différents. Et je ne sais pas lequel de ces mondes est réel. Mon monde, le monde dans lequel j'ai grandi, ou bien le monde dans lequel je vis aujourd'hui. Votre mère, vous en parlez beaucoup dans votre livre, semble incarner une figure de force. Comment son rôle a-t-il influencé votre propre résilience et vos choix de vie? Ma mère est un personnage important dans ma vie parce que moi, je n'ai pas connu mon père. J'avais seulement 3 ans et demi quand il a été tué. Beaucoup de gens me disent, comme je parle, je m'exprime beaucoup en politique et je soutiens toujours les gens, quoi qu'il arrive, je ne fais pas de compromis. Et on me dit que ça, c'est un truc que je tiens de mon père. Mais je pense que tout ce que je suis, c'est à cause de ma mère, parce qu'elle n'a pas reçu d'éducation, mais elle a vraiment appuyé mon droit à l'éducation. Elle s'est opposée à mes frères et à tout le reste de la famille pour que j'aie une éducation. Elle devait avoir à peu près 35 ans quand elle a perdu son mari. Et donc elle s'est retrouvée non seulement avec ses 6 enfants, mais aussi mes demi-frères et sœurs, dont elle devait s'occuper aussi. Et elle a fait tout ça avec beaucoup de générosité, toujours avec beaucoup de grâce. Quand on n'a pas reçu d'éducation, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir cette sagesse et cette grâce? Quand elle entrait dans une pièce où il pouvait y avoir 30, 40 femmes, on voyait sa présence qui se détachait. Je ne sais pas d'où elle tenait cette grâce, cette présence. Elle est morte assez jeune à cause de tout ce qu'elle a encaissé, toute la douleur qu'elle a reçue. Elle est morte à 52 ans à cause de toute la douleur qu'elle a traversée, à cause de la perte de son mari. Elle a perdu sa maison, elle a perdu son fils, ses enfants. Toutes ces souffrances, quand je suis née, elle n'était pas contente. Et quand j'étais bébé, on m'a mise dehors pour que je sois brûlée par le soleil et que je meure. Plus tard, elle m'a dit qu'elle n'était pas heureuse parce que elle pensait qu'elle avait suffisamment souffert en tant que femme. Elle ne voulait pas faire une fille qui allait souffrir à son tour. Quand j'ai grandi, mes frères, ils ne voulaient pas que j'aille à l'école. Ils déchiraient mon cartable, ils disaient « ne va pas à l'école ».
À chaque étape de ma vie, il a fallu se battre. Et moi, évidemment, je m'opposais à l'injustice et je rendais ces combats encore plus puissants. Peut-être que d'autres fillettes auraient accepté ces choses, mais moi, je refusais tout ça. Et donc, c'est pour ça que ma mère se disait que je souffrais tellement de toutes ces injustices qu'il aurait mieux valu que je n'existe pas. Dans un contexte où tout invite à la peur, qu'est-ce qui vous a poussé au fil des ans à transformer cette peur en action et en combat? Quand on fait une décision sur le coup, on ne pense pas aux conséquences. On se dit, on fait juste ce qui nous paraît bon au plus profond de nous. Donc, toutes les décisions que j'ai prises, ça a toujours été des décisions comme ça, prises sur le moment. J'ai jamais trop réfléchi aux conséquences. Dès l'instant où on commence à penser aux conséquences de quelque chose, automatiquement, ça va nous arrêter. On va commencer à trop réfléchir, à trop penser. Après, les autres vont donner leur avis. Souvent, je prends mes décisions comme ça instantanément. Si on commence à consulter tout le monde, ça devient la parole de quelqu'un d'autre. La plupart du temps, quand j'écoute mes sentiments les plus profonds, ça se passe bien parce que ça provient c'est connecté à mes croyances intimes. Je pense que ma foi dans ce que je fais m'a donné la force morale de faire les choses. Si vous deviez écrire une lettre à cette petite fille que vous étiez, que lui diriez-vous aujourd'hui avec tout le recul que vous avez gagné? Je pense qu'à la petite fille, j'apprécierais sa détermination. Quand elle avait seulement 6 ans, elle a défié le statu quo familial. Dans notre famille, et comme dans toutes les familles afghanes, si vous étiez une petite fille, on vous appelait petite fille. Ça veut dire que vous n'étiez pas l'égal d'un être humain. Un jour, mon cousin m'a dit ça, j'avais que 6 ans, et je lui ai répondu, j'ai dit « oncle », c'était mon cousin, mais je l'appelais « tonton ». C'est la dernière fois que tu m'appelles comme ça. Ce mot ne me plaît pas. Il a éclaté de rire, il a cru que c'était une blague. On dînait tous ensemble, il y avait toute ma famille réunie et tous mes frères, et lui, il a ri, il a dit « Aujourd'hui, elle a protesté, elle a fait une révolution contre moi. » Parce que c'était pas habituel de s'élever contre les discours misogynes des hommes dans la famille. Et tout part de la famille, il faut d'abord changer les choses au sein de sa famille avant de pouvoir faire du changement dans la société. Et donc, il a rigolé en disant ça à mes frères, qui étaient encore plus conservateurs. Il a dit « Aujourd'hui, elle a fait une révolution. Elle s'est élevée contre moi. » Et je pense que j'apprécierais cette petite fille dans la lettre que je lui écrirais. Dans votre livre, vous ouvrez une fenêtre sur des vies marquées par des pratiques qui, bien qu'archaïques, continuent de façonner et parfois de détruire le quotidien des femmes. Prenons par exemple la polygamie. C'est une pratique qui, pour certains, semble justifiée par la culture ou la religion, mais quand on gratte un peu, on voit des questions bien plus profondes que vous abordez dans votre livre. La dignité, l'équité et le droit d'une femme à être vue comme une personne entière, pas une fraction. Alors, dites-moi, dans quelles circonstances, si elles existent, la polygamie peut-elle être considérée comme juste ou acceptable et peut-elle vraiment l'être? Je pense que si j'avais le pouvoir de changer une chose dans ma religion, ce qui n'est pas le cas, mais ce serait en tout cas la polygamie. Je pense pas que ça puisse avoir un effet positif pour qui que ce soit. J'ai grandi dans une famille de multiples mariages. Mon père s'est marié 7 fois. Ma mère était sa 2e femme. Et ma mère parfois me disait, j'avais 3 ans et demi, donc je me rappelle la plupart des choses, je les ai oubliées. Et ma mère m'a toujours dit, comme j'étais son enfant la plus jeune, j'étais toujours liée avec elle. Je partageais son lit, j'étais sa plus jeune enfant. Je suis toujours restée son bébé. Et le fait qu'elle ait essayé de me désavouer quand je suis née, après cela, elle a été beaucoup plus proche de moi. Et donc elle me disait,
Dans notre grande maison, dans notre village, il y avait une grande porte. Et ma mère m'a dit, quand ton père s'est marié avec sa deuxième femme, je voyais que les serviteurs, les domestiques de la maison, ouvraient les deux portes de la maison. Ce qui veut dire que ton père était en train d'entrer avec un cheval et avec une autre femme. Et donc à ce moment-là, j'ai su qu'il y avait une autre femme qui arrivait. Donc qui était la troisième ou quatrième ou cinquième femme de mon père, de mon grand-père. Et ma mère me disait, à chaque fois que je voyais cette porte s'ouvrir, j'avais l'impression que je sentais chaque partie de mon corps s'écrouler. Et c'était très fort, cette émotion. Et je me demandais comment ça se fait que les gens ne s'aperçoivent pas de ça, que je suis en train de m'effondrer intérieurement. Et on me disait tout de même, maquille-toi, mets des beaux vêtements pour que les autres ne puissent pas voir ma faiblesse. C'est ça la force des femmes. Ça demande une force incroyable de traverser ce moment et de quand même se maquiller. Pourquoi est-ce que les femmes devraient subir ce genre de souffrance? Quand je suis arrivée au Parlement, j'ai voté des lois pour protéger les femmes de la violence. Et l'un des articles de cette loi, c'était de mettre des conditions sur le fait que les hommes puissent épouser plusieurs femmes. Si la première femme n'est pas malade, si vous n'avez pas la possibilité d'être équitable envers vos femmes, si vous ne pouvez pas donner le même soutien à toutes, ce qui est votre responsabilité en tant qu'homme, alors à ce moment-là, si vous vous remariez, vous êtes puni de prison. Et beaucoup d'hommes se sont opposés à cela parce qu'ils avaient déjà des deuxième, troisième épouses. Mais je pense que c'est une bonne chose parce que ça a sauvé beaucoup de femmes. Ce n'est pas seulement en Afghanistan, dans beaucoup de pays dans le monde, dans la plupart des pays musulmans. Malheureusement, c'est une chose qui, c'est une des choses dans lesquelles les hommes se conforment à l'islam. Ils peuvent faire plein de choses qui vont contre l'islam, mais quand il s'agit de polygamie, là, ils sont très rigoureux dans leur application. Moi, ce que je dis, c'est pourquoi est-ce que vous n'appliquez pas les autres principes qui sont plus positifs? Pourquoi vous vous accrochez à cette idée-là de polygamie? Je pense que vraiment, ce n'est pas une bonne chose. Je pense qu'il y a beaucoup de... je pense qu'à une certaine époque, c'était une nécessité au moment où l'islam est apparu, il y a 1400 ans, mais la société a changé. Et puis, il y a cette injustice insoutenable que vous décrivez dans votre livre, le viol, qui, au lieu d'être reconnu pour ce qu'il est, une violence et un crime, est assimilé à de l'adultère. Comment en est-on arrivé là et pourquoi punit-on les victimes parfois plus sévèrement que leurs agresseurs? Je vais vous montrer une photo tout à l'heure. J'ai visité un refuge et il y avait une fillette de 8-9 ans. Elle est forcée à épouser un homme de 40 ans, ou même plus vieux que ça. Et souvent, dans les circonstances où il y a eu des guerres, les femmes ont souvent été utilisées comme des armes de guerre. La question des violences sexuelles, c'est une énorme problématique dans beaucoup de pays en guerre aujourd'hui. Et comme j'ai grandi dans une guerre, j'ai pu voir comment les différents participants des guerres utilisaient les femmes comme armes de guerre pour montrer leur succès, leur victoire sur leur ennemi. Ils violaient les femmes pour montrer qu'ils avaient une victoire. Ils épousaient les femmes de force. Et sans le consentement de la femme, il ne s'agit pas d'adultère. Et particulièrement dans le cas des jeunes filles, je l'ai vu souvent comment des gens utilisaient dans des situations de guerre les femmes du camp ennemi pour affirmer leur victoire. Et donc c'est quelque chose que j'ai interdit dans la loi. Et j'ai trouvé ça très intéressant de voir comment mes collègues évoluaient dans les conversations. Ils me disaient des choses comme Madame Koufi ne criminalise pas l'adultère. Donc de sa perspective, l'adultère, c'est acceptable. Elle criminalise seulement le viol. Mais ce n'était pas vrai. Ma justification, et c'était dans des débats publics,
qui ont été retransmis dans tout l'Afghanistan. Pour eux, la justification, c'était dans la loi sur les violences contre les femmes, on criminalise les violences qui sont commises de force contre les femmes. Et on criminalise le fait d'utiliser ces violences comme arme de guerre. Donc je me suis vraiment érigée contre ces injustices, qui n'étaient pas évidentes pour beaucoup de gens. Alors, ce que vous montrez à travers votre combat et ce que vous nous dites aujourd'hui, ce que vous partagez avec nous, c'est que ces pratiques ne sont pas seulement des traditions, ce sont surtout des outils de contrôle, des mécanismes pour préserver un système asservissant. Vous êtes la preuve vivante que ce système peut être contesté, qu'il peut vaciller. Alors, dites-moi, quel levier avez-vous identifié pour remettre en question ces interprétations et bâtir une protection réelle pour les femmes ? Je pense que le premier levier, c'est de prendre la parole. Et même si ça a un coût de le faire. Moi, je choisis d'en payer le prix. J'ai reçu une balle dans le bras et à 5 cm près, elle est arrivée dans mon épaule droite. Si elle avait été 5 cm plus loin, le résultat aurait été différent. Donc parler, prendre la parole, avoir le courage de prendre la parole. Deuxièmement, solidarité et unité entre les femmes. Les femmes du monde entier doivent s'unir. Troisièmement, utiliser les systèmes et les mécanismes internationaux pour rendre responsables de leurs actes les perpétrateurs de violences contre les femmes et contre l'humanité. Utiliser les cours pénales internationales, la Cour de justice internationale, utiliser les médias, utiliser toutes les opportunités possibles pour faire en sorte que ces hommes, ces groupes misogynes qui utilisent la religion comme une arme, qui utilisent la tradition comme une arme pour réprimer les femmes. Dans votre livre, vous racontez la tragique et révoltante histoire de Farkhunda. Cette jeune femme accusée à tort d'avoir brûlé un Coran a été lynchée, lapidée et brûlée vive par une foule d'hommes en pleine rue. Tout cela parce qu'elle avait eu le courage de refuser des avances, parce qu'elle avait osé dire non. Et ce qui choque encore davantage, c'est l'attitude des policiers présents. Ces garants supposés de la justice sont restés spectateurs, figés dans une indifférence glaçante. Fouzia Koufi, qu'avez-vous ressenti en tant que femme, en tant que mère, en apprenant que ceux qui auraient dû protéger ont simplement regardé? Je pense que dans le cas de cette femme, si elle n'avait pas été une femme, si son genre n'avait pas été en question, la police ne serait pas restée indifférente. Dans beaucoup de cas, les gens ont une perspective, ont des a priori sur les femmes, considèrent que les femmes sûrement sont moins pieuses, moins religieuses. Ils ont cette idée reçue que les femmes sont trop progressistes. Il y a toujours ce préjugé, l'idée que les femmes méritent d'être punies. Et je pense que ça se retrouve dans tous les systèmes. Il y a une sorte de discrimination contre les femmes. Je pense que ces policiers et les hommes qui ont tué Farkhunda, ils se disaient qu'elle l'avait mérité. Si ça avait été un homme, l'attitude aurait été différente. Et j'ai vraiment senti dans chaque os de mon corps, et je pense que beaucoup de gens ont senti la même chose, que nous n'étions pas protégés. C'est drôle parce que 3 jours après la mort de cette femme, je faisais partie de l'enquête, du comité d'enquête. J'ai pris un taxi, je portais un foulard, une burqa, pour sortir, pour aller voir dans la ville. Je suis sortie dans la ville et le chauffeur de taxi, il se sentait autorisé à me harceler parce qu'il ne savait pas qui j'étais. Et dès le moment où je lui ai montré mon visage, il a eu peur. Son visage, il a pâli d'un seul coup.
Parce que, il comprenait que et ça lui a fait comprendre qu'il y avait un risque à agresser les femmes. Donc je pense que c'est le travail des femmes, quand elles prennent le pouvoir, de protéger les autres femmes. Il y a beaucoup de moyens d'action dans le pouvoir politique, dans les médias. Il faut juste que les femmes prennent confiance en elles pour pouvoir changer le status quo. Les femmes, même couvertes, sans rien qui dépasse, sans un bout de peau, sans un bout de chair qui dépasse, sont quand même harcelées. Qu'est-ce que ça dit, effectivement, de la culture ou de la culture masculine des hommes? Souvent, c'est aux femmes qu'on reproche leur apparence. On croit que c'est l'apparence de la femme qui est attirante, que c'est l'apparence de la femme qui invite le harcèlement. Mais dans beaucoup de situations, les femmes portent des burqas, elles sont complètement couvertes. Et en fait, ça attire davantage même le harcèlement puisqu'elles sont plus vulnérables. Si vous êtes dans une position de pouvoir, que les gens savent que vous vous exprimez et que vous savez vous défendre, ils s'en prendront pas à vous. Mais si vous êtes vulnérable, ils vont le faire encore plus. Et dans ce cas-là, je portais une burqa. Le chauffeur de taxi ne savait pas que sous cette burqa, il y avait Fawzia Koofi. Et donc, il a commencé à essayer de me toucher. Et le moment où je lui ai montré mon visage, il s'est dit « Oups ». Et j'ai dit non. Je pourrais être une femme ordinaire. Donc, ce n'est pas l'apparence de la femme qui est une incitation, c'est la mentalité des hommes qui pose problème. Et pour revenir à ces jeunes hommes, effectivement, qui ont tué Farkhunda et qui ont prétendu défendre le Coran, alors qu'ils n'en connaissaient même pas le contenu, vous le précisez dans votre livre, cette ignorance. Que révèle cette tragédie sur l'ignorance, sur le rôle de l'ignorance et de la manipulation dans de tels actes? Je pense que l'illettrisme et l'ignorance sont malheureusement devenus une norme à l'intérieur de laquelle vivent ces hommes, particulièrement l'ignorance et aussi l'ego. Cet ego, cette idée de se dire je suis un homme donc j'ai le droit de tuer quelqu'un, de tuer cette femme. S'il avait été face à un homme, même si un homme avait manqué de respect au Coran, il n'aurait jamais osé faire ce qu'ils ont fait à cette femme. Mais là, cet homme, je lui ai demandé, est-ce que tu sais lire et écrire? Il m'a dit non, je ne sais pas. Je lui ai dit, est-ce que tu as déjà lu le Coran? Il m'a répondu non, jamais. Alors je lui ai dit, mais alors, qu'est-ce qui t'a fait penser que tu avais le droit de tuer un autre être humain pour protéger un livre que tu n'as même pas lu? Si tu étais vraiment loyal envers le Coran, tu l'aurais lu au moins. Et donc, dans beaucoup d'occasions, comme il y a cette perception prédéfinie des femmes, les gens suivent cette perception. Quand je travaillais sur cette loi sur la violence contre les femmes au Parlement, certains députés hommes sont venus me voir, m'ont dit Madame Koofi, nous vous respectons beaucoup, mais nous avons entendu que vous avez passé des articles dans cette loi qui sont contre l'islam. Et je leur ai demandé, vous avez lu la loi? Et ils m'ont répondu, non, non, j'ai pas lu, mais j'ai entendu dire. Et j'aurais dit, mais il faut lire d'abord, parce que vous avez cette impression que dès que quelque chose provient d'une femme, alors vous devez y résister, vous devez vous y opposer. Il faut, en tant qu'homme, vous avez besoin d'avoir une compréhension approfondie des choses avant de prendre une décision. Si vous aviez pu être auprès de Farkhunda ce jour-là, si vous aviez eu un instant avec elle pour lui parler, pour lui transmettre quelque chose avant que tout ne bascule, que lui auriez-vous dit? Si j'avais pu être à ses côtés ce jour-là, d'abord j'aurais demandé à ce policier qui était juste devant moi, il y a un policier qui a essayé de l'aider et les autres n'ont rien fait. Et j'aurais rappelé à cet officier de police que sa responsabilité, c'est la loi. Ce n'est pas en tant qu'homme qu'il doit agir, mais en tant que protecteur de la loi. Ça ne se limite pas seulement à l'Afghanistan, c'est quelque chose que j'ai vu dans beaucoup de pays. Le comportement de la police et des représentants de la loi est très différente quand ils ont affaire à une femme de quand ils ont affaire à un homme. J'ai été vraiment la femme la plus célèbre, la plus populaire d'Afghanistan, mais quand j'allais dans un ministère,
avec un garde du corps dans ma voiture, le policier à la porte, il demandait à mon garde du corps de sortir de la voiture. Et je voyais devant moi, il y avait des députés hommes qui entraient avec leur voiture dans la même porte, avec 2 gardes du corps, avec leurs armes, leurs mitraillettes, et eux, ils ne devaient pas descendre de la voiture. Et parce que dans l'imagination de ces policiers, c'est légitime pour les hommes d'avoir le pouvoir, tandis que les femmes ne sont pas à leur place dans un lieu de pouvoir. Donc voilà, il y a beaucoup de travail à faire pour changer ces mentalités. Alors, dans votre livre, vous décrivez une scène frappante que vous nous avez exposée là, juste avant, notamment sur les parlementaires afghans qui, malgré leur rôle important dans la gouvernance du pays, ne savaient ni lire ni écrire. Comment avez-vous pu mener des débats sur des sujets aussi complexes que le droit des femmes ou la réforme des lois dans un parlement où certains membres étaient complètement illettrés, quoi? Having majority of the people, the parliamentarians, standing on one side without even reading the law. Parfois, dans des situations où vous avez la majorité des parlementaires qui sont là, qui n'ont pas lu la loi, ils se tiennent d'un côté du Parlement, et nous étions en situation de minorité. Mais comme on dit, la majorité n'a pas toujours raison. On peut être une minorité et avoir raison. Et ça a pris beaucoup de temps. Au départ, quand j'ai lancé la loi sur les droits de la femme, j'ai vraiment été attaquée de tous côtés. Ils considéraient ça comme une loi qui était ma loi personnelle, particulière. Mais ensuite, des années plus tard, quand j'ai posé la loi sur le harcèlement, cette loi a été approuvée. Donc je pense que c'est possible de faire ces actions, mais il faut juste persister. Il faut être vraiment persistant, engagé et entêté. Les femmes en Afghanistan se battent pour leurs droits, tout comme les femmes en Occident, même si les contextes sont différents. Selon vous, qu'est-ce que ces luttes ont en commun et comment pourraient-elles s'inspirer l'une de l'autre pour avancer ensemble? Le point commun des femmes à travers le monde entier, c'est d'être une femme. Et ensuite, tout ce qui entoure, tout le reste est façonné par le fait d'être une femme. Récemment, j'ai lu l'histoire de cette femme qu'on a lue partout. Gisèle Pellicot? Cette femme, elle a parlé devant le tribunal et elle a parlé contre sa famille. Elle s'est opposée à sa famille. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai parlé contre l'opinion de ma famille. Je me suis opposée à ma famille. Et nous sommes toutes dans des situations où nous devons prendre la parole. Évidemment, la souffrance des femmes en Afghanistan est différente des problèmes des femmes en France. Quand je dis qu'une femme en Afghanistan n'a pas le droit de sortir chez elle pour aller travailler, quand elle a, par exemple, 6 enfants à nourrir, si elle ne peut pas travailler, elle ne peut pas gagner de l'argent pour nourrir sa famille, parce que les gens qui sont au pouvoir ont confisqué tous les droits des femmes. Et ça paraît complètement absurde. Mais par contre, pour les femmes en France, ce qu'elles voient, c'est que cette femme est réprimée et privée de ses droits parce qu'elle est une femme. Et ça, c'est quelque chose qui arrive en France aussi. Et donc, c'est pour ça que nous devons nous unir, parce que ce monde est plein d'injustices et ce monde est très inégal. Dans votre livre, vous insistez aussi sur l'importance de l'éducation des filles comme un levier essentiel pour changer la société. Vous montrez qu'instruire, c'est offrir une chance de briser le cycle des injustices. Comment garantir que l'éducation, qu'elle soit académique ou religieuse, contribue à transmettre une foi juste et éclairée, sans dérive dangereuse autant pour les filles que les garçons? Je pense que plus nous avons une compréhension correcte de la religion, plus les choses pourront être justes. Malheureusement, à l'heure actuelle, une grande partie de l'éducation religieuse est écrite par des hommes, interprétée par les hommes. Et dès le moment où on entre dans des discussions religieuses avec les hommes, ils commencent à lire des vers du Coran et on considère qu'ils ont raison. Mais c'est une interprétation qui vient de leur perspective à eux. Et donc c'est pour ça que nous devons augmenter notre connaissance de l'islam ou de la religion, de manière à pouvoir répondre à ces hommes et défendre ce qui nous paraît juste dans la religion. Par exemple, aujourd'hui, les talibans, ils empêchent les femmes de s'éduquer, d'aller à l'école. Au nom de la religion, ils disent, selon l'islam, et très souvent je leur demande, ou des femmes leur demandent,
Où est-ce qu'il est dit dans le Coran que les femmes n'ont pas le droit de s'éduquer? Et ils n'ont pas de réponse à donner à ça parce qu'ils savent qu'ils ont tort. Donc il faut vraiment qu'on améliore notre connaissance des principes de la religion véritable, pour être en position de s'opposer à cet homme, à ces hommes et à la définition de l'islam qu'ils veulent imposer. Je pense que plus on développe notre connaissance, plus on peut s'opposer à ces interprétations qui sont fausses et qui reposent sur l'interprétation d'un homme. Vous décrivez dans votre livre certains pays comme le Maroc qui ont mis en place des programmes pour former des imams et des prédicatrices afin de promouvoir une interprétation modérée et équilibrée de l'islam et ainsi lutter contre le terrorisme. Comment sont perçues ces initiatives en Afghanistan? For now, of course, any initiative that will promote a moderate Islam. Bon, à l'heure actuelle, évidemment, toutes les initiatives qui sont en faveur d'un islam plus modéré sont interdites. Parce que les talibans ils considèrent que soit vous croyez la même chose qu'eux, soit vous n'existez pas. Et vous allez être tués. Et c'est ce qu'ils font depuis 25 ans. Ils tuent des gens pour leurs croyances religieuses. Mais ce qui est en train de se passer en Afghanistan, d'un point de vue religieux, c'est quelque chose qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Il y a 2 jours, j'étais à Doha. J'ai rencontré des ministres et des hauts fonctionnaires là-bas. Le Qatar, c'est un État musulman. L'Arabie saoudite, au moins, ce sont des pays musulmans, mais qui font des progrès sur les droits de la femme. Je ne parle pas des autres aspects de leur politique. Le Maroc, c'est un autre exemple. Je suis allée au Parlement là-bas. Leurs lois qui s'appliquent aux femmes sont progressistes. Je pense que ce n'est pas... Il y a la religion, il n'y a qu'une seule religion. Mais par contre, il y a des interprétations qui peuvent être modérées ou extrémistes. Il y a des gens qui instrumentalisent la religion pour des fins de guerre. Ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan avec les talibans, c'est en train de se passer en Libye, c'est en train de se passer au Nigeria avec Boko Haram. Sur la Syrie, les avis diffèrent et on ne peut pas trop voir encore aujourd'hui. Mais tout dépend vraiment de l'interprétation de ces hommes. Et le peuple afghan? Les gens de l'Afghanistan me croient en une interprétation modérée de l'islam. C'est pour ça que quand j'étais au Parlement, beaucoup de religieux, de leaders de la communauté, d'anciens, s'adressaient à moi. Et ces gens ont voté pour moi, et ils ont voté pour d'autres femmes. Ils ont élu 69 femmes au Parlement. Et ils nous ont soutenus. Je me souviens que quand ces hommes venaient dans mon bureau, ces hommes venaient me serrer la main. Ils avaient leurs mains rugueuses parce qu'ils travaillaient dans les champs. Et ils venaient me voir. Et je pense que les talibans, ce n'est qu'un petit groupe de gens. Ils ne sont pas représentatifs de la majorité des gens en Afghanistan. La majorité en Afghanistan sont des gens qui croient dans une vie plus moderne et plus modérée. Enfin, vous décrivez les filles qui rêvent devant des écoles fermées. Si vous pouviez leur parler aujourd'hui, quel mot d'espoir aimeriez-vous leur offrir? Je leur dirais, c'est vous qui allez mettre en échec les talibans. Parce que les talibans peuvent se battre, ils savent tuer les gens, ils savent se battre, mais ils ne savent pas comment faire face à un groupe de femmes qui prennent la parole. Si les talibans sont mis en échec, un jour, ce sera par ces femmes qu'ils le seront. Donc, il faut qu'elles continuent à résister, qu'elles continuent à se battre. Le retrait des forces internationales a été un moment charnière pour l'Afghanistan. Il a non seulement fragilisé la démocratie et la sécurité, mais il a aussi aggravé la situation des droits des femmes que vous défendez depuis toujours. Comment le retrait des forces internationales a-t-il aggravé la situation des femmes et quelles solutions proposez-vous pour inverser cette tendance? Les Afghans ont toujours tenu leur liberté pour quelque chose de très cher. Nous nous sommes toujours battus pour la liberté et nous avons toujours aimé la liberté. Il y a ce proverbe qui dit que l'Empire britannique, le soleil ne se couche jamais sur l'Empire britannique pendant la période de l'Empire.
Mais les Anglais ont été battus en Afghanistan. Donc nous sommes une nation de gens qui aiment la paix, mais qui aiment se battre pour la liberté. Personne n'a envie d'avoir des troupes étrangères qui s'installent pour toujours dans votre pays. Et nous ne voulions pas que ces troupes restent pour toujours. Ils sont venus à cause d'une résolution du Conseil de sécurité. C'était un acte d'autodéfense après le 11 septembre. Et ils nous ont dit, nous sommes là pour aider les gens d'Afghanistan à construire leur nation, à construire une démocratie. Et ensuite, ils ont décidé de partir sans nous impliquer et sans nous en informer, sans même impliquer leurs alliés européens. Je ne dis pas qu'il aurait fallu qu'ils restent pour toujours en Afghanistan, parce que ce n'est pas quelque chose qui peut durer pour toujours. Mais la manière dont ils se sont retirés et le moment auquel ils l'ont fait n'était pas le bon. Et c'est ça qui a eu pour résultat l'effondrement du pays. Dans votre livre, vous décrivez avec force les campagnes de désinformation et les attaques personnelles dont les femmes engagées comme vous sont souvent la cible. Vous montrez à quel point ces agressions peuvent peser, notamment sur la santé mentale et affaiblir la capacité à agir. Comment faites-vous pour rester concentré sur vos objectifs face à ces attaques? Ce n'est pas facile, je dois dire. Parce que ce sont des attaques continuelles. C'est en train de se passer maintenant. Ce matin, par exemple, il y avait une photo de moi qui circulait dans les réseaux sociaux avec des signes $, sur mon front, avec les soutiens des talibans qui disaient « Si quelqu'un tue cette femme, nous allons lui donner de l'argent ». Alors, j'ai pas peur de me faire assassiner. J'ai peur d'être diffamée en tant que femme, parce que c'est ça qu'ils font. Ils parlent des femmes, ils parlent de comment elles s'habillent, du rouge à lèvres qu'elles portent. Ils parlent des personnes avec qui on a des relations. Chaque chose que fait une femme n'est pas pris en compte. Mais par contre, ce qu'elle porte comme vêtements, à qui elle parle, ça c'est ça qui leur importe. Et c'est vraiment triste. Souvent, je parle à ces gens, je leur dis « Pourquoi est-ce que vous ne me critiquez pas sur mes politiques ? Pourquoi est-ce que vous ne me critiquez pas sur mes paroles et mes prises de position politiques au lieu de me parler de mes vêtements ou de discuter avec qui j'ai des relations ?» C'est un environnement qui est très stressant, surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui, toutes ces campagnes de haine. Je suis peut-être pas tout à fait honnête si je vous disais que ça ne m'affecte pas, parce que nous sommes humains, et évidemment, moi, ça m'affecte. J'essaie de faire du sport. Je fais du pilates, du yoga, et ça me permet de faire face pour me déconnecter un peu pendant un moment. Je respire à fond quand je lis un post sur les réseaux sociaux. Je vais dans ma chambre, je respire à fond, et je me dis, d'accord, s'ils font ça, c'est parce que j'ai un impact et je fais les choses. J'essaie de prendre ça comme quelque chose de positif, et c'est pas facile. Quand j'étais en Afghanistan, tous ces discours de haine étaient plus ou moins compensés par l'amour que je recevais de mes amis, de mes soutiens. Mais aujourd'hui, en exil, je n'ai pas cette communauté autour de moi, je n'ai pas ce soutien. Et donc, ça m'affecte. Mais je pense aux gens qui ont été tués pour leurs opinions politiques, et je me compare à eux et je me dis, bon, au moins je suis vivante. Que représente pour vous l'exil aujourd'hui? Ils nous ont volé notre identité, ils nous ont volé notre pays, ils nous ont volé nos rêves, ils m'ont volé ma chambre, ils m'ont volé ma garde-robe, mon armoire, ils m'ont volé mes fleurs, ils m'ont volé la possibilité de me sentir chez moi. Ils m'ont volé ces moments de fierté où je pouvais me tenir devant des milliers de personnes et m'exprimer. Ce sentiment de réalisation et de pouvoir faire quelque chose pour mon pays. Quand je marchais dans la rue,
Je pouvais me cogner contre un rocher et j'étais fière que ce rocher, que ce caillou m'appartienne à moi, à mon pays. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais au moins j'ai la liberté de m'exprimer parce que ma voix, notre voix, c'est l'arme la plus forte. Et ça, ils ne peuvent pas nous le voler. Quel moment dans votre vie vous a donné la plus grande fierté malgré les épreuves? Je pense tous les moments de ma vie, en particulier quand j'étais présidente du Parlement, j'étais très jeune, et je regardais les sièges du Parlement, tous ces hommes avec leurs turbans, avec des cravates, des femmes avec leurs foulards, qui représentaient la diversité de l'Afghanistan, et moi je présidais ce Parlement, tout le monde sous le même toit. Au lieu d'utiliser des armes, nous utilisions nos cartes rouges et vertes pour voter et pour exprimer nos points de vue. Et j'étais vraiment l'élément central de ça. Et c'était une transformation. Et tout le monde en parlait. Il y a eu beaucoup de petites filles qui ont été nommées Fawzia. Et l'héritage que j'ai laissé, c'est le fait d'avoir inspiré toutes ces jeunes femmes qui, d'un seul coup, voulaient toutes devenir politiciennes ou militantes ou dirigeantes. Et ça n'a pas été facile. J'ai dû payer un prix très lourd, mais ça a fonctionné et ça a valu la peine. Fawzia, en quoi croyez-vous? Je crois dans un monde où tous les humains sont respectés et considérés comme égaux. Qu'est-ce qui vous inspire ou vous émeut? L'amour et la souffrance de mon peuple. Parfois, je me dis, pourquoi est-ce que je fais ça? Je me réveille le matin, je me dis, peut-être que je ferais mieux d'aller faire des affaires, par exemple. Mais quand je reçois un premier coup de fil et que quelqu'un me dit qu'il a besoin de mon aide, je réfléchis tout de suite à comment je peux aider ces gens, et c'est ça qui me donne une raison d'agir. Récemment, j'ai organisé un sommet des femmes arméniennes, des femmes afghanes en Arménie, à Tirana, en septembre. Donc j'ai réuni 140 femmes afghanes venues du monde entier, 25 qui sont venues d'Afghanistan. Évidemment, pour elles, elles ne pouvaient pas venir en avion de Kaboul, donc elles ont dû d'abord aller au Pakistan ou en Iran et prendre de là un avion jusqu'en Albanie. Je les attendais en Albanie, dans mon hôtel, et je voulais les recevoir parce qu'elles apportaient avec elles le parfum de l'Afghanistan. Elles venaient de différentes provinces de tout l'Afghanistan. Mais quand elles sont arrivées à l'aéroport du Pakistan, la police ne les a pas laissées prendre l'avion. Ils ont dit, pourquoi vous allez en Albanie? Apparemment, la police des pays voisins sont aussi comme les talibans. Et donc ces femmes ont été débarquées de l'avion. Elles m'ont envoyé des photos d'elles, de l'aéroport, en me disant nous attendons que vous fassiez quelque chose pour que nous puissions prendre l'avion, pour que nous ayons l'autorisation de prendre l'avion. Et donc c'était un moment très douloureux parce que ces femmes ont été descendues de l'avion de force, sans raison. Mais je me suis dit, bon, je n'ai pas de pouvoir politique actuellement, mais il y a tellement d'espoir dans mes actions. Une fois de plus, je me suis dit, je vais y arriver, je vais le faire. Et donc, j'ai réussi à les faire venir. J'ai utilisé tous mes réseaux pour pouvoir les faire venir. Et c'est ça qui me donne ma détermination, qui me donne ma motivation, l'espoir que les gens font reposer sur moi. Qu'est-ce qui vous effraie aujourd'hui? Ce qui m'effraie, c'est l'idée que l'Afghanistan soit abandonné et que moi, je continue ma vie en exil et que l'Afghanistan continue à être dirigé par les talibans. Ça, c'est le scénario le plus effrayant que je puisse imaginer. Qu'est-ce qui vous fait du bien? La capacité de changer. L'idée que cette situation ne se poursuive pas. L'idée de se dire, ça va passer, on va passer à autre chose. Si vous aviez un mantra ou une phrase qui guide votre vie, si j'avais un slogan, ce serait l'idée de croire en moi. En tant que femme, on a souvent des doutes sur
nos capacités, on questionne notre valeur. Et surtout quand on se bat pour la justice, c'est un combat qui est très solitaire. Parfois, les membres de votre propre famille peuvent s'opposer à vous et vous faire douter de votre valeur. Mais croire en moi, ça a été ça vraiment ma devise. Eh bien, merci Fouzia Koufi. Thank you. Merci beaucoup.